Bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez réussi malgré tout à vous changer un petit peu les idées et à vous reposer. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Et voilà, donc nous reprenons donc l'enseignement à distance aujourd'hui pour une durée d'un mois, hein, jusqu'au 2 juin minimum. Donc on va essayer de continuer tant bien que mal cet enseignement. Avant les vacances, on avait terminé, nous étions restés sur le chapitre sur la première réaction immunitaire qui était la réaction immunitaire innée qui se déclenchait lors d'une infection. Et donc je reviens pas dans les détails, hein, d'accord, on était resté sur ce schéma bilan. Et cette partie là du schéma bilan montre que les cellules dendritiques qui ont phagocyté, comme on le voit ici, l'antigène, l'élément pathogène, l'expose à sa surface, d'accord, et devient une cellule présentatrice d'antigène. Son rôle, ça va être de rentrer dans les ganglions lymphatiques, donc du système lymphatique, pour aller le présenter à d'autres cellules qu'on appelle les lymphocytes, dans le but de déclencher la seconde réaction qu'on appelle la réaction adaptative. Et donc c'est de cette réaction que nous allons parler dans ce deuxième chapitre. Donc ça tombe, on va dire, entre guillemets, plus ou moins bien de traiter cette partie-là maintenant, puisque ça va vous permettre de comprendre mieux ce qui se passe un petit peu aujourd'hui et les difficultés que l'on a à étudier ce virus du Covid-19, puisqu'il ne respecte pas justement euh, les, les critères habituels d'un virus, comme on va le voir dans ce chapitre. Donc ça tombe bien de reprendre, de faire ce travail maintenant. Donc je vous avais dû normalement recopier l'introduction, je reviens pas dessus, c'est un petit peu ce que je viens de vous raconter ici. La problématique. Vous aviez à faire pour aujourd'hui la première activité, justement, quels sont les acteurs et les caractéristiques de cette immunité adaptative qu'on appelle également l'immunité acquise. Je reviendrai sur le bilan après. Donc, dans cette première activité, vous aviez tout d'abord identifié les acteurs, donc qui va jouer un rôle lors de cette deuxième réaction immunitaire, cette deuxième partie de la réaction immunitaire. Donc vous avez un premier document qui vous montre deux choses. Premièrement, une électrophorèse, donc j'ai rappelé un petit peu le principe d'une électrophorèse, mais vous deviez le connaître, et un tableau d'analyse sanguine d'un individu atteint et d'un individu normal. Atteint par une infection virale quelconque, ici c'est une angine, mais ce serait la même chose pour toute infection virale. Pour l'électrophorèse, donc c'est une électrophorèse de sérum de lapin. Donc le sérum, vous avez une définition ici, ça correspond à votre sang, auquel on a ôté toutes les cellules et toutes les protéines de la coagulation constituant les plaquettes. Donc il n'y a plus que du liquide et des molécules, plus de cellules dans le sérum. D'accord ? Lorsque l'on sépare justement les protéines, les molécules présentes dans ce sérum que l'on a prélevé chez un lapin infecté par un virus et un lapin non infecté, on obtient le résultat suivant. Et donc on arrive à séparer les protéines en fonction de leur taille et de leur charge. On voit que dans les deux cas, on va retrouver énormément d'une protéine qu'on appelle l'albumine, la protéine constitutive de votre sérum quasiment à 100%. D'accord. Alors l'albumine va dépendre de l'espèce que vous êtes. L'albumine d'un bœuf ne sera pas la même que l'albumine d'un homme ou d'un lapin. D'accord. Donc, mais dans tous les cas, c'est la protéine ultra majoritaire. Ce que l'on remarque, c'est que chez le lapin infecté, on va trouver d'autres protéines qu'on appelle des globulines ou des globines, vous trouverez les deux, de trois types, alpha, bêta et gamma. Donc ces globulines constituent ce que l'on appelle plus communément les anticorps, c'est ce qu'on reprendra dans le cours, et on voit que ces anticorps, ces globulines, ne sont présentes que chez un lapin. Alors même si on en a une petite trace ici, il a certainement dû avoir des restes d'une ancienne infection, sont les traces de molécules qui vont être fabriquées que lorsque le lapin est infecté par un virus. Donc ce sont les anticorps. Lorsque l'on compare ensuite l'analyse sanguine de deux individus, un individu atteint par une angine et que l'on compare par rapport aux normes classiques d'un individu sain, on voit que
rien ne change, sauf ce qu'on appelle les globules blancs, d'accord? Il y en a plus que la normale, il y en a 12 300 mm3, alors qu'en temps normal on doit en avoir 3500 et 10 000. Donc cette augmentation va être due déjà aux globules blancs plus présents lors de la réaction immunitaire innée, mais surtout à ce qu'on appelle des lymphocytes, puisqu'on voit que ce sont les seuls globules blancs euh, en surnombre, puisque les lymphocytes B et T, donc on verra leur différence plus tard dans le cours, sont présents à 9105 lymphocytes par millimètre cube au lieu d'une fourchette classique de 1000 à 4000. D'accord? Donc on voit qu'on a plus que doublé le nombre de lymphocytes B et T. Ce qui nous permet donc de résumer et de répondre à notre question, d'identifier les acteurs et les classer en deux catégories. Eh bien on a des acteurs de type moléculaire et des acteurs de type cellulaire. Les acteurs de type moléculaire, ce sont les anticorps, qui sont des protéines de la famille des globulines, gamma plus précisément. Et la deuxième catégorie, ce sont donc des globules blancs particuliers qu'on appelle les lymphocytes B et T. Donc voilà ce que j'attendais dans ce travail, dans cette première partie. Donc identifier qu'on avait des molécules qui intervenaient dans la réaction adaptative, les anticorps, et des cellules, les lymphocytes B et T. Voilà, alors ensuite, si on s'intéresse à la réaction adaptative et à ses caractéristiques, et le but va être de la comparer à la réaction immunitaire innée, celle du chapitre précédent. Donc préciser qui est à l'origine de la réaction immunitaire, donc là vous avez un document très intéressant, puisque ça vous explique un petit peu la structure virale des virus de la grippe, et du coronavirus c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont des virus à ARN, d'accord? Donc il y a des fragments d'ARN qui vont être enfermés dans une capsule, et cette capsule va être piquée d'un certain nombre de protéines qu'on appelle des hémagglutinines et des neuraminidase, d'accord? Ces protéines sont enchâssées dans une enveloppe lipidique qui entoure une capsule qui enferme le matériel génétique. L'ensemble constitue le virus. Ce sont ces hémagglutinines et ces neuraminases à la surface du virus qui vont déclencher la réaction adaptative, c'est ce que l'on vous dit ici, puisqu'elles sont reconnues par le système immunitaire. D'accord? Donc il y a un système de récepteurs, etc. Donc on verra tout ça plus précisément dans l'activité de demain. Et voilà, les cellules du système immunitaire vont reconnaître ces protéines à la surface du virus, qu'on appelle des hémagglutinines et des neuraminases. Alors pour votre culture personnelle, le virus, on est à la limite de la définition d'un être vivant, on ne considère pas que c'est un être vivant, puisque seul il ne peut pas se multiplier, se reproduire. Il a besoin impérativement d'infecter une cellule, de rentrer dans une cellule pour y inclure son ARN ou son ADN, hein, il existe des virus qui contiennent de l'ADN, et ensuite cet ARN va utiliser tout le système de traduction de la cellule qui a été infectée pour fabriquer l'ensemble de ces protéines, neuraminidase, hémagglutinine, de l'enveloppe lipidique et de la capsule pour fabriquer de nouveaux virus et pour répliquer cet ARN. Donc le virus seul dans l'environnement, il est sous forme de dormance parce qu'il ne peut pas se multiplier, et il a besoin d'infecter une cellule pour utiliser tout son système de transcription et de traduction pour pouvoir se multiplier. Donc seul, il ne se multiplie pas, il ne se reproduit donc pas, donc il a besoin de son hôte, donc sans son hôte, il ne vit pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est un peu... que ce n'est pas un être vivant, on est à la limite de la définition. Et vous voyez que ces protéines, là, les hémagglutinines et les neuraminases, forment une espèce de couronne tout autour de l'enveloppe du virus, d'où le nom de virus à couronne, coronavirus. Voilà. C'est pour ça que le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus. Voilà. Ensuite, voilà, ma question qui était ce qui déclenche la réaction immunitaire adaptative, ce sont ces hémagglutinines et ces neuraminases à la surface du virus. Au niveau de la réponse immunitaire, comparer les temps de réaction de la réponse adaptative et de la réponse innée.
Ce que l'on remarque, c'est que ici sur ce graphique, on voit très bien, donc en rouge, la quantité de virus dans le sérum, donc dans le sang, d'accord. En vert, les symptômes de la réaction inflammatoire, hein, rougeur, douleur, gonflement et chaleur. Et en bleu, la concentration en anticorps. On a vu précédemment que les molécules de la réaction adaptative, celles qui nous permettaient de lutter contre le virus, c'était les anticorps. Et bien vous remarquez que cette production d'anticorps, elle commence à partir du 5e jour après l'infection, alors que la réponse innée, pardon, la réaction inflammatoire, elle commence tout de suite. Donc la réaction adaptative, c'est une réaction qui va faire intervenir des anticorps et qui va être beaucoup plus lente que la réaction immunitaire innée. Donc dans la correction, c'est ce que je voulais voir apparaître. Donc c'était une réaction plus lente. Voilà. La réaction innée, elle met quelques heures pour se déclencher, alors que la production d'anticorps, elle met plusieurs jours. Elle met 5 jours. On verra pourquoi plus tard. Ensuite, on vous demandait donc de montrer que ces anticorps ne sont acquis qu'après contact. Ben forcément, tant qu'il n'y a pas eu infection, il n'y a pas de production d'anticorps. Vous voyez, on est à zéro. Okay, donc il faut qu'il y ait contact, puis ensuite qu'il se passe un certain nombre de choses pendant ces 5 jours pour pouvoir produire des anticorps. D'accord? Donc cette réaction adaptative, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est acquise, parce qu'elle nécessite, pour pouvoir se déclencher, un contact avec l'antigène. Sans ce contact, elle ne se déclenche pas. Et enfin, dernière question, expliquez pourquoi on dit qu'un individu est séropositif. Donc séropositif, dans la question, je vous ai donné une autre façon de le dire, c'est sérum positif. C'est vrai que je trouve intéressant de préciser un petit peu ce terme, parce que on l'a un petit peu, on va dire, simplifié, et ça a tout de suite une connotation avec le virus du sida. On va avoir tendance à dire aujourd'hui que quelqu'un de séropositif, c'est quelqu'un qui est atteint du sida. Alors c'est vrai, mais c'est faux. Ici, nous sommes tous séropositifs. Il faut simplement préciser contre quel virus. Séropositif, ça veut dire que vous avez fabriqué les anticorps contre le virus qui vous a infecté. Donc on précise séropositif pour le virus du sida. Séropositif pour le virus de la grippe. Si vous avez été infecté par le coronavirus, par le Covid-19, vous êtes séropositif pour le Covid-19. Donc ici, nous sommes tous séropositifs. Simplement, nous sommes séropositifs pour l'ensemble des virus avec lesquels nous avons été en contact et produit des anticorps que l'on retrouvera dans nos sérums. Voilà, donc c'était une petite précision sur le terme de séropositif qu'il me semblait intéressant d'aborder. Voilà, donc sur le bilan, les choses importantes à retenir. L'immunité adaptative complète l'immunité innée chez les vertébrés, donc elle vient après, c'est-à-dire que chez les invertébrés, d'accord, il n'y a pas d'immunité adaptative. Autant l'immunité innée, on avait vu que c'était quelque chose d'universel, présent chez tous les animaux, même chez certains végétaux, d'accord, et ben l'immunité adaptative, elle la complète puisqu'elle vient après, mais elle n'est présente que chez les vertébrés, donc chez des organismes un peu plus complexes. Associée à l'immunité, elle réussit le plus souvent à éliminer la cause du déclenchement de la réaction immunitaire. Elle assure une action spécifique, d'accord, contre les motifs moléculaires portés par les agents infectieux ou des cellules anormales. Ces motifs moléculaires sont appelés antigènes, d'accord, donc c'est les hémagglutinines qu'on a vu dans l'exercice. L'antigène n'est généralement qu'une molécule ou une partie de molécule de l'agent infectieux. Voilà. On distingue deux types d'immunité adaptative, une faisant intervenir des molécules, les anticorps, on l'appelle la réaction immunitaire adaptative humorale, et une autre faisant intervenir des cellules, les lymphocytes B et T, qu'on appelle la réaction adaptative cellulaire. Alors les deux n'agissent pas séparément, elles agissent en même temps, on verra ça plus tard. Ensuite, sur le déroulement. Donc, lors d'une infection, l'organisme réagit en produisant des anticorps, donc dès que vous verrez noter grand A petit c, c'est une abréviation d'anticorps. Au bout de plusieurs jours, 5, cette réaction adaptative est donc plus lente que la réaction innée qui se met en place rapidement en quelques heures. Ces anticorps n'étaient pas présents avant le contact avec l'antigène, l'immunité adaptative est donc acquise après contact avec l'antigène, c'est ultra important. Elle nécessite donc un apprentissage, contrairement à l'immunité innée qui existe dès la naissance. Ces anticorps étant présents dans le sérum, donc je vous ai remis la définition, partie liquide du sang dépourvue de ces cellules, on dit qu'un individu est infecté et séropositif, car possédant des anticorps suite à un contact avec l'antigène.
Antigène, on l'écrit grand A, petit g. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit des notions très compliquées pour la suite. Ça va nettement se compliquer dès demain, donc mardi 5 mai, avec l'activité 2. Alors l'activité suivante que vous aurez demain, elle est un peu plus compliquée, mais elle est surtout plus longue, donc c'est pour ça que je n'ai donné que ça pour la fin de la semaine, il n'y aura rien d'autre. Je vous laisserai le temps de chercher cette activité 2. Je vous laisserai toute la semaine jusqu'à lundi prochain, et la séance de lundi prochain, donc le 11 mai, sera consacrée uniquement à la correction de cette activité et à la rédaction de la leçon, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Je vous donnerai un autre travail par la suite. Mais voilà, n'allons pas trop vite, ce sont des notions pas évidentes, il y aura beaucoup de termes de vocabulaire scientifique à connaître, donc on va prendre le temps de le faire. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous, et que vous avez compris l'essentiel du travail. Voilà, à demain.